Salut Rebelle Créative. Alors voilà, encore une fois une nouvelle entrevue avec une invitée extraordinaire. Vraiment, je suis super heureuse de pouvoir te la présenter aujourd'hui. C'est Christine Lewicki, qui est auteure, conférencière, coach. Et elle a en fait écrit le livre J'arrête de râler. Donc c'est un sujet vraiment trop cool aujourd'hui. On va apprendre à arrêter de râler parce que c'est super important de savoir comment ne pas râler dans sa vie. Et d'ailleurs, Christine va nous l'expliquer. Mais donc, c'est l'auteur de ce livre qui est un best-seller, plus de 250 000 copies déjà vendues à travers le monde. Est-ce que le livre a été traduit dans différentes langues ou bien il est uniquement en français en ce moment, Christine? Non, non, il est traduit en espagnol, en italien, en japonais et en chinois. Et j'espère que j'oublie rien. Et je travaille activement. J'ai signé un contrat avec un agent pour le Ouais. publier en anglais. Donc, Waouh. Donc c'est vraiment un vrai succès et c'est un sujet, je pense, qui parle un petit peu à tout le monde, surtout de la manière dont tu l'amènes, parce que ce n'est pas une approche théorique ou quoi que ce soit, c'est vraiment tiré de ton expérience. Donc toi, tu t'es lancé ce défi-là parce que j'arrête de râler. En réalité, c'est un défi sur 21 jours. Et tu t'es lancé ce défi après ça t'être rendu compte qu'en fait, de manière en fait, tout à fait naturelle, tu avais tendance en fait à résister à ta vie. C'est ça que tu appelles en fait râler. oui, en fait, c'est marrant parce que je pense que si j'avais vu mon propre livre dans une librairie, le livre s'appelle J'arrête de râler, c'est ce qui est écrit sur la couverture. Ouais. Je pense que si j'avais vu mon propre livre, je l'aurais pas acheté. Parce que je me serais dit, oh, j'en ai pas besoin, moi, c'est pas, je râle pas. Et parce que en fait, je pense que j'identifiais la râlerie. Vous savez, on a tous un râleur ou une râleuse dans la famille ou au bureau, quelqu'un qui est identifié comme le râleur ou la râleuse qui nous casse les oreilles, qui nous vide, qui nous plombe. Moi, j'étais pas comme ça. J'ai Ok. toujours dit que la vie était belle. J'ai toujours été plutôt positive. J'ai toujours eu plutôt tendance à voir le verre plein plutôt que voir le verre vide. Mhm. Donc finalement, voilà, j'arrête de râler, je me serais dit, ça ne me concerne pas. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, Mhm. c'est que un soir, je me suis couchée. Mhm. Après avoir couché mes trois enfants, donc après la Java du soir, hein, la typique Java du soir des enfants, Ouais. le verre d'eau, le pipi, le j'ai oublié de te faire signer un papier pour la sortie de classe de vendredi, enfin bon, toutes ces petites choses-là. Mhm. Euh, je me suis écroulée dans mon lit et vraiment en me disant ah enfin, ils sont couchés. Et j'avais vraiment cette impression de me dire que ma journée pouvait enfin commencer, sauf qu'il était à peu près 10 heures du soir, donc c'était un petit peu embêtant. Et là, l'instant d'après, j'ai eu comme une... et ce moment où on a l'ampoule qui vient au-dessus de la tête, Ouais. là, ce moment de révélation, où je me suis dit, Christine, t'as un problème parce que cette journée, soi-disant pourrie, parce que je m'étais dit que j'avais passé une journée pourrie, je me suis dit, c'est une journée normale de ta vie. Et en fait, il s'est vraiment rien passé de grave aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'accident, personne n'est malade, il n'y a pas eu de problème d'internet, donc voilà, rien de grave, quoi. Si Ouais. en plus j'ai de l'internet. En plus, ouais. Et, et donc je me suis dit, là ce soir-là, je me suis dit, mais Christine, faut faire quelque chose de différent parce que je me suis dit, je veux pas me coucher dans cet état-là le soir, un Mhm. soir normal de ma vie. Et j'ai vraiment senti un gars, je me dis, comment ça se fait? T'es plutôt positif, tu dis que la vie est belle, et pourtant tu te couches le soir en disant que t'as passé une journée pourrie. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a Ouais. manifestement un écart entre ta philosophie de la vie et ce que tu penses être et incarner, Mhm. et ce que tu vis au quotidien. Et je me suis rendu compte que j'étais très positive dans les grands moments de ma vie, avec mes amis, en dîner, en entourage, mais dans la réalité de ma vie ordinaire. Ouais. Ce que j'appelle la vie ordinaire est toujours sexy. Hein. Dans la réalité de ma vie ordinaire, qui est la Christine qui est coincée dans les bouchons, la Christine qui a trop d'emails, le fait qu'il faut, bah voilà, faut vider de la vaisselle tous les jours, parfois deux fois par jour, il faut Mhm. passer le lait, il faut ce côté vraiment ordinaire de la vie. Ouais. C'est là en fait que je résistais. Et c'était mes résistances de ce quotidien qui faisaient que le soir, malgré le fait que d'une manière générale j'étais plutôt positive, mais Mhm. qui faisait que le soir j'avais ce sentiment d'être vidée, épuisée, éreintée, en ayant tout de même l'impression d'avoir passé une journée pourrie. C'est Donc important ce que tu dis là parce que c'est vraiment ces moments auxquels en fait on ne prend jamais le temps d'y réfléchir ou d'y penser. Vider son lave-vaisselle. Je veux dire, c'est des choses que tu vas faire à répétition comme ça tous les jours. Ça fait partie des gestes banals en fait de la vie. Et effectivement, tu dis que dans ces moments-là, c'est ces moments-là justement où on est en train de râler et on s'en rend même pas compte.
Voilà, parce qu'en fait, on fait rien de mal. Mhm. Et le râleur ou la râleuse identifiée, il nous casse les oreilles, il nous saoule. Moi, je savais que j'étais pas ça. Ouais. Donc finalement, quand je râle en vidant le lave-vaisselle, ou quand je râle parce que mon enfant renverse le lait au petit déjeuner, quand je râle dans ma voiture parce que je sais pas, quelqu'un conduit pas bien, j'estime que c'est un chauffard, quand je râle parce que j'ai trop d'emails, je fais rien de mal. Mhm. Et c'est pas bien grave. Mhm. Et donc, on se rend pas compte de l'impact que ça a sur notre vie, en fait. On se dit, c'est pas grave, c'est pas pour, enfin voilà, on fait rien de mal. Mais moi, je me suis rendu compte ce soir-là que c'était l'accumulation de tous ces petits instants anodins de résistance Mhm. qui, en fait, me vidaient, me plombait, et surtout ce que j'ai découvert en arrivant à me sevrer de cette habitude, parce que je Ouais. pense vraiment qu'on le fait par automatisme, ce que j'ai découvert en arrivant à me sevrer de cette habitude, c'est qu'en fait je passais à côté de ma vie. Ouais. C'est-à-dire qu'en accumulant ces résistances, je traversais ma journée en mode résistance, petite résistance anodine, pas bien méchante, on est bien d'accord, hein, Ouais. mais je passais quand même ma journée en mode résistance, et donc je passais complètement à côté de l'opportunité de vivre ma vie autrement, de traverser cette vie ordinaire Mhm. autrement, et de la rendre extraordinaire en fait. Ouais. Parce que finalement, ces grands moments, comme tu dis, où on est avec, tu sais, avec ses amis et ces moments de plaisir qu'on partage avec les autres, c'est pas ça le quotidien. Le Voilà. quotidien, voilà, c'est à toi de le créer et puis de faire des choix qui te permettent de ressentir en fait ce que tu as envie de ressentir, la joie, le plaisir et en tout cas autre chose Voilà. que râler. Voilà, moi je me suis dit, je veux pas attendre le week-end, les vacances, je veux pas attendre ces moments-là pour me dire que je suis heureuse et Mm, pour être dans la joie et dans le flot de la vie. mm, Je me suis dit, clairement, je me suis dit, je veux pas me coucher dans cet état-là. ouais. Je me suis dit, il y a un problème parce que j'aime mes enfants, j'ai une maison que j'aime bien, j'ai un travail que j'aime, enfin, j'ai plein de bonnes choses qui vont bien dans ma vie. Pourquoi je me couche le soir en me disant enfin mes enfants sont couchés, enfin en ayant cette impression que je peux enfin commencer ma journée? Je dis, c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen de développer un nouveau rapport à la vie. Ouais. Et donc c'est à partir de là donc que commence le fameux déclic donc pour j'arrête de râler. Et c'est une aventure en fait tu te lances le défi et en même temps bah, tu filmes en fait le défi que tu vis en fait tes fameux 21 jours. Et tu dis que ça t'a pris, je regardais ta conférence TED là-dessus, tu disais que justement ça t'a pris 4 mois pour faire tes 21 jours. Voilà, parce qu'en fait, donc, je suis dans mon lit, j'ai cette prise de conscience qu'il faut que je développe un nouveau rapport à la vie. Et là, à ce moment-là, je me dis, Christine, c'est bien gentil, mais tu sais très bien que demain, tu vas oublier tes belles intentions. Et pourquoi je le savais? Parce que, comme beaucoup de personnes, et peut-être des auditrices, les rebelles créatives, hein, c'est ça? C'est comme ça qu'on les appelle? Exactement, ouais. Bon, bah, je pense qu'en tant qu'être humain, on a cette capacité à se remettre en question. Et donc, moi, je m'étais déjà remis en question plusieurs fois. Et j'avais notamment sur mes étagères plusieurs livres de développement personnel que j'avais lus. Et donc, vous savez, quand on lit un livre de développement personnel, on le lit, on trouve ça formidable, merveilleux. Mhm. Ça nous aide à nous remettre en question. Éventuellement, après, on en parle à toutes nos copines, Ouais. offre et tout ça, mais finalement, au bout de 3 semaines, le livre, il est sur l'étagère et il prend la poussière. Et ce qui est très très dur, c'est pas de savoir ce qu'il faudrait faire. Ce qui est très très dur, c'est de le faire. Ouais. C'est pas de lire, de se faire inspirer par un livre de développement personnel, c'est merveilleux. Mhm. Mais si on n'est pas capable d'entrer dans notre vie ce qu'on a appris dans le livre, ça sert à rien. À la limite, on souffre encore plus parce qu'on sait que ça devrait être autrement. Maintenant, on sait, on a élevé notre conscience, mais notre réalité, et c'est toujours un champ de bataille, on n'y arrive toujours pas. Ouais. Donc moi, ce soir-là, dans mon lit, je me suis dit, Christine, il faut que tu développes un nouveau rapport à la vie. Et en même temps, je me suis dit, tu sais très bien que demain matin, la spirale du quotidien va reprendre le dessus et que tu vas oublier cette belle intention. Ouais. J'ai tout d'un coup, ce soir-là, dans mon lit, j'ai vu une nouvelle possibilité pour moi. Je me suis dit, Christine, tu peux naviguer cette vie ordinaire et pas toujours sexy autrement. Mhm. Et là, je me suis dit, Christine, il faut que tu fasses quelque chose pour ne pas oublier. Ouais. Pour ne pas oublier cet engagement que tu prends vers toi-même de cultiver un nouveau rapport à la vie. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer un challenge. Mhm. Je vais faire un jeu avec moi-même. Et donc, je vais me lancer le challenge. J'arrête de râler. Et donc, de ne pas râler pendant... L'objectif de ce challenge, c'est de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Donc j'ai mis un bracelet à mon poignet et à chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de côté et je remettais les compteurs à zéro. L'objectif étant de faire 21 jours consécutifs sans râler. D'accord? Alors pour être très clair, c'est pas moi qui ai inventé ce challenge, c'est un challenge dont j'avais entendu parler. Ouais. Là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse.
pour réussir à ne pas oublier ma belle intention. Et en fait, en plus de ça, parce que je voulais vraiment être sûre de ne pas oublier ma belle intention et je voulais vraiment m'engager dans cette démarche envers moi-même, j'ai fait le choix et je me suis engagée à partager une vidéo tous les soirs de mon challenge. J'ai ouvert un blog qui, je pensais, allait être suivi par mes 25 copains que j'avais sur Facebook à l'époque. C'était les débuts de Facebook. Hein. Okay. Donc, là, on est en quelle année? Est-ce que c'est 2009, comme tu le disais, au moment du déclic? C'est 2009? Le déclic, je crois que c'est 2009, donc non, 2010. 2010, j'ai commencé le challenge. Okay. Début 2010, printemps 2010. Okay. Et donc c'était les débuts de Facebook, tout le monde commençait à avoir quelques amis sur Facebook, mais on n'était pas encore débordé par Facebook. Donc, et donc j'ai posté une vidéo tous les soirs où je racontais, je me disais, quoi qu'il arrive Christine, que tu aies râlé ou que tu n'aies pas râlé, il y a quelque chose à apprendre de cette journée. Soit tu peux identifier qu'est-ce qui te fait partir au quart de tour et du coup peut-être demain faire quelque chose autrement pour éviter de te mettre dans cette situation, pour anticiper ou gérer autrement. Soit au contraire tu as réussi à ne pas râler par rapport à une situation et du coup tu peux reproduire ce qui a marché aujourd'hui, tu peux le reproduire demain. Donc je me suis dit à la fin de la journée, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose à apprendre pour avancer. Donc j'ai décidé de poster une vidéo tous les jours. Et à ma grande surprise, le blog a contaminé, on appelle ça en anglais, on dit going viral. C'est parti en viral sur les réseaux sociaux. Notamment, ce qui est très intéressant, c'est que le blog a commencé à vraiment décoller quand les personnes qui visitaient le blog se sont rendues compte que je me plantais, que j'y arrivais pas en fait. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont avoué qu'ils venaient me voir sur le blog parce qu'ils voulaient me voir me planter. Pas d'un point de vue méchant. Je pense que c'est parce qu'ils se disaient c'est pas possible d'arrêter de râler. Et donc, quand ils me voyaient, déjà, ils avaient envie de me voir me planter parce qu'ils voulaient avoir raison sur le fait que c'était pas possible. Et puis surtout, quand ils ont vu que j'y arrivais pas, que je changeais mon bracelet de côté, ils se sont dit, waouh, mais elle le fait vraiment. Elle est pas juste en train de faire semblant. Elle est réellement en train de le faire. Et donc, la beauté de cette aventure, c'est que les gens ont pu être témoins de la transformation. Alors d'ailleurs, pour les auditeurs, hein, sur le blog j'arrête-de-râler.com, il y a un onglet qui s'appelle les 21 jours de Christine, sur lequel on peut revoir toutes mes vidéos que j'ai faites à l'époque. Et donc le livre J'arrête de râler, c'est la base de ce livre, c'est le contenu de ces vidéos. Et évidemment, je suis allée beaucoup plus loin dans le livre que sur les vidéos, parce que les vidéos sont très courtes dans le livre. J'ai vraiment été faire des recherches et j'ai vraiment étudié le thème de la râlerie en long, en large et en travers. On ne peut pas lire ce livre et à la fin regarder ces râleries de la même manière. On ne peut plus décemment râler de la même manière après avoir lu ce livre, ça c'est très clair. Ouais, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est super concret, tu vois, c'est des trucs sortis de ta vie, de ton expérience, et c'est dit dans les mots, en tout cas avec les actions que l'on fait de façon naturelle. Donc c'est pas une analyse en fait. Alors, il y a d'analyse quand même dans le livre, parce qu'après, j'ai quand même cherché à comprendre pourquoi j'ai fait ça, sur quoi c'est basé, donc je suis allée un peu plus loin quand même, mais c'est vrai que ça part de l'expérience concrète, ça part d'une femme normale, avec des enfants, qui a aussi un lave-vaisselle à vider et une maison qui se salit plus vite qu'elle ne se nettoie et qu'elle se range, une femme avec trop d'emails, qui essaye d'accomplir plein de choses dans une journée trop courte. Et voilà, ça part des enseignements de comment on peut développer un nouveau rapport à la vie quand on a une vie ordinaire et pas toujours sexy. Ok, d'accord. Alors si on regardait maintenant un petit peu, on revient un petit peu en arrière, avant le fameux déclic avec J'arrête de râler, toi tu as une entreprise qui s'appelle Au Coaching. Voilà. Donc ton entreprise. Est-ce que tu l'as, d'après ce que j'ai vu en tout cas dans ta conférence TED par exemple, tu avais déjà cette entreprise-là à ce moment-là? Oui. Okay. J'ai monté mon cabinet de coaching en 2005. En 2005, ok. Et est-ce que tu l'as monté à partir de la France ou bien tu étais déjà à LA à ce moment-là? Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai monté mon cabinet aux États-Unis. Mon activité était 100% américaine. J'accompagnais des entrepreneurs pour développer leur message marketing, pour développer leurs offres. J'étais business coach, j'accompagnais les entrepreneurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé mon activité professionnelle, j'avais vraiment à cœur, et je l'ai toujours, mais j'avais à cœur, un peu pour les mauvaises raisons à l'époque, à ce que mes clients en aient pour leur argent. Et en fait, j'avais beaucoup de mal à ce qu'ils me payent. Parce que c'est pas facile et du coup j'étais vraiment engagée à ce que ça vaille le coup, quoi, que s'ils me donnent $100, bon bah ils en aient pour leurs $100 et j'ai toujours cet engagement, mais maintenant j'ai confiance en moi, c'était vraiment lié à un manque de confiance en moi. Et
Et donc, à l'époque, j'essayais dans les sessions de coaching vraiment d'amener les clients au bon endroit le plus rapidement possible pour les aider à catapulter leur situation. Et je me rendais compte que quand on était coincé pendant le rendez-vous, donc un rendez-vous de coaching, c'est 45 minutes, 1 heure, éventuellement 1 heure et quart, ça dépendait des offres. Dans un rendez-vous de coaching, je me rendais compte que quand mon client était coincé en mode victime, quand il était coincé en mode c'est la crise, j'ai perdu un client, j'ai pas les moyens de recruter, j'ai des problèmes de trésorerie, enfin bon, en mode un peu victime, je me rendais compte qu'en fait là je pouvais pas agir. Quand le client était en mode victime, je pouvais pas l'aider avec ma boîte à outils de coach et avec mon métier. Il fallait qu'on arrive le plus rapidement possible dans un rendez-vous de 45 minutes à 1 heure à sortir du mode victime et à rentrer en mode j'entreprends ma vie et qu'est-ce qu'on fait avec la problématique et comment on la gère. Ouais. Et donc en fait, avec mes clients, j'étais un peu dans une démarche, je vais les aider à arrêter de râler. Mais sans le savoir, c'était pas très conscient ça, mais j'étais vraiment dans une démarche de je vais les aider à arrêter d'être victimes parce que je savais que quand on était en mode victime, on ne pouvait pas agir sur la situation. Et donc en fait, ce fameux soir, quand je me suis retrouvée dans mon lit à me dire que j'avais passé une journée pourrie, je me suis dit, Christine, tu n'es pas mieux que tes clients. Et je me suis dit, en fait, tu es un peu prétentieuse. Je crois que les coachs, parfois, on peut avoir tendance à se dire, voilà, moi j'ai compris comment changer de perspective sur ma vie. Donc on se positionne en hauteur vis-à-vis de nos clients, un peu par manque de maturité ou j'en sais rien, en se disant, voilà, moi j'ai compris et je vais vous expliquer comment faire. Et là, moi, ce soir-là, je me suis dit, Christine, tu peux pas décemment te regarder dans le miroir et continuer à accompagner tes clients sur ces problématiques alors que maintenant tu sais que tu es exactement comme eux. Alors moi, je n'étais pas du tout victime dans mon travail parce que le coaching, c'est ma vocation. C'est toute une autre histoire que je raconte dans mon livre Wake Up. Principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, comment trouver sa vocation, comment oser être brillant, comment être à sa place et trouver son sweet spot dans sa vie professionnelle. Ça, moi, j'étais dans mon sweet spot dans ma vie professionnelle. Par contre, j'étais en mode victime à la maison. J'étais en mode victime dans la logistique familiale. Je pense qu'on a chacun des zones. Il y en a qui râlent énormément au travail, il y en a qui râlent énormément en voiture, il y en a qui râlent énormément à la maison. Moi, c'était vraiment la maison, ma zone rouge. Et donc là, ce soir-là, je me suis dit, Christine, tu ne peux pas te regarder décemment dans le miroir et continuer à coacher tes clients sur le fait d'arrêter d'être victime alors que tu sais que tu n'es pas mieux qu'eux. Donc il a vraiment, cette démarche aussi de faire ce challenge a aussi été issue de cette idée de, en anglais on dit walk the talk. Donc c'est vraiment d'appliquer à moi-même ce que je prêche auprès de mes clients. Exactement, tu dis justement d'ailleurs que c'est c'est un petit peu la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, bien incarne-le en tout cas, qui t'a aussi inspiré par rapport à ce défi que tu t'es lancé. Oui, alors en fait, pour la petite histoire, et je l'explique dans le livre, hein, ce fameux soir où j'ai eu ma révélation, je me suis dit demain tu vas oublier dans la spirale du quotidien et donc il faut que tu fasses un challenge. Pour la petite histoire, le lendemain, je n'ai pas commencé. Parce que le lendemain, donc je voulais commencer, et puis je me suis dit c'est pas le moment. Ah, génial. J'ai déjà trop de choses à gérer, on verra ça plus tard, quand ça ira mieux, quand la situation sera plus adaptée. Et voilà, j'avais vraiment tout ce que tu as pensé la veille, genre vraiment je veux le faire, je vais m'engager, le lendemain ça n'a quand même pas démarré. Voilà, exactement. Donc le lendemain, je dis c'est pas le moment, on verra ça plus tard et tout ça. Et en fait, pour la petite histoire, je me suis retrouvée quelques semaines plus tard chez une amie et on discutait et j'avais quand même, la graine était plantée quand même. Je naviguais ma vie quand même différemment et j'observais beaucoup plus mes râleries et la manière de fonctionner. Et on discutait et à un moment donné, on s'est mis à parler des râleurs et c'est probablement moi qui ai lancé la conversation, je me souviens plus exactement. Et je me suis entendue dire, oh là là, mais de toute façon, les gens qui râlent tout le temps, ils sont vraiment trop nuls, ils ont rien compris ou je sais plus ce que j'ai dit. Et donc là, c'est comme si je m'étais détachée de moi-même et je me suis vue et je me suis dit, Christine, là, tu es en train de râler sur les râleurs. Et donc là, c'était le point de non-retour. Là, pour moi, ça a été un point de non-retour et le lendemain, j'ai commencé le challenge. Parce que là, c'était plus possible. Et donc là, c'est vraiment la phrase de Gandhi qui était, Christine, tu sais que tu râles et maintenant, tu te poses victime des râleurs et tu dis qu'ils te saoulent et qu'ils te cassent les oreilles. C'est bon. Maintenant, c'est fini. Je veux dire, soit tu arrêtes ton métier et tu changes tout, mais tu peux plus être dans le bloc personnel. C'est plus du tout intègre là. Il faut que tu appliques à toi-même. Il y a un nettoyage intérieur à faire, point barre. Effectivement. Et dis-moi un petit peu, moi ce que j'entends aussi dans ton parcours, c'est que tu as ton entreprise depuis 2005 et J'arrête de râler arrive en 2010. C'est un partage que tu fais aussi par vidéo. Est-ce que tu dirais que
comment dire, que ton entreprise, parce que j'imagine que J'arrête de râler a amené vraiment, je veux dire, un développement immense par rapport à ton entreprise, parce que c'est vraiment un concept qui a vraiment pris avec beaucoup de gens d'un seul coup, hein. Est-ce Mhm. que tu dirais que c'est le fait justement de d'avoir osé te montrer comme ça vulnérable par rapport à ton expertise, par ta connaissance ou par rapport à ce que tu veux amener aux autres, qui a fait la différence, le fait que tu n'aies pas vécu ton challenge en fait toute seule dans ton coin pour ensuite arriver et dire bah voilà, maintenant j'ai les réponses. Alors, il y a eu plusieurs éléments, et c'est vrai que je raconte beaucoup plus l'histoire de tout ça Mhm. dans le livre Wake Up. Parce qu'en fait, Ok. j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit, Christine, comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est Mhm. fait pour que tu sois quelqu'un d'inconnu, hein, parce que, enfin, d'inconnu, voilà, personne ne me connaissait vraiment. En plus, mon Mhm. activité de coaching était vraiment commencé tout juste à décoller en termes de business coach quand tout ça s'est produit. Ouais. Donc, comment tu as fait pour être quelqu'un de complètement inconnu et te positionner? Aujourd'hui, je suis positionnée parmi les 10 auteurs incontournables de développement personnel en France. Mhm. Euh, et les gens m'ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était la crise. À l'époque, c'était 2009-2010, on allumait n'importe quelle radio, le mot préféré des médias, c'était le mot austérité. Mhm. On nous disait en gros, planquez-vous et attendez que ça passe. Et moi, à ce moment-là, mon entreprise a catapulté. Mhm. Ça a explosé, ça marchait extrêmement bien. On nous disait qu'il n'y avait pas un rond, et moi, tous mes séminaires, tous mes programmes étaient complets. Ouais. Donc, il y avait vraiment un décalage, et les gens sont venus me voir en me disant, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est Mhm. vrai qu'au début, je ne savais pas répondre. Au début, ma première réponse, c'était, j'ai arrêté de râler. Et c'était une vraie réponse. C'était de Ouais. se dire, c'est vrai que quand on arrête de râler, qu'est-ce que ça a voulu dire pour moi? Ça a voulu dire que j'ai commencé à me lever le matin en me disant que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, et je savais qu'il allait se passer plein de choses désagréables. Je crois qu'avant, je vivais dans l'illusion, en me levant le matin, hein, j'avais une longue liste de choses à faire, et Mhm. je crois que je vivais dans l'illusion que tout le monde allait dégager le chemin et me laisser passer. Et même idéalement, qu'on allait m'aider avec ma liste de choses à faire. Ouais. Et donc c'est ça qui me faisait râler. C'était toutes les fois où j'étais interrompue, où les choses se passaient pas comme prévu, où j'avais des aléas qui me rajoutaient encore plus de choses ou qui m'empêchaient d'avancer. Donc là, j'ai appris à me lever le matin en me disant, Christine, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tu ne seras victime de rien ni de personne. Parce que c'est ça, arrêter de râler. C'est Mhm. choisir d'être victime de rien ni de personne. Et donc, quand on m'a demandé comment j'ai réussi à faire cette énorme réussite dans mon activité professionnelle, ma première réponse a été, j'ai arrêté de râler. Quand je choisis de ne plus être victime de rien ni de personne, tout devient possible. Mhm. C'est vrai que j'ai pu cultiver énormément de possibilités que je ne voyais pas avant, parce qu'avant, ma journée était une accumulation de petites frustrations, de petites résistances, vraiment encore une fois, anodines où je faisais rien de mal, hein, mais qui au final m'empêchaient de voir la multitude des possibilités de ma vie, Mhm. m'empêchaient de cultiver les possibles, parce que j'accumulais toute une petite série de moments où j'étais victime. Victime du lait, victime de la vaisselle, victime du trafic, victime des emails, des petites choses vraiment anodines, mais c'est l'accumulation de ces choses-là qui m'empêchait de connecter avec toute une autre dimension de la vie qui est le monde des possibles et des possibilités. Donc ça, c'était ma première réponse. Et en même temps, je sentais que la réponse était incomplète. Je sentais bien qu'il n'y avait pas que ça Mhm. qui s'est passé et qui avait permis cette réussite. Et donc, j'ai commencé à vraiment réfléchir et à me dire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont au cœur de ma vie qui m'ont permis de créer cette réussite? Et comme j'avais maintenant beaucoup de lecteurs, je me suis dit, et que les gens me posaient la question, j'ai dit, peut-être que c'est ça la prochaine chose pour moi, c'est d'essayer de partager la suite en fait de mon message qui n'est manifestement pas que j'arrête de râler. Ouais, ouais. Et donc je me suis souvenu d'une phrase de Steve Jobs qui disait, dans la vie on peut pas toujours prédire comment on va réussir, on aimerait tous avoir une carte, moi je serais sûrement millionnaire si je pouvais vous vendre la carte de la réussite. Ouais. Voilà, vous la commandez, elle arrive chez vous et vous avez tout ce que vous devez Tu as pris accomplir pour faire. Voilà, c'est merveilleux, hein. Malheureusement, cette carte n'existe, ou heureusement d'ailleurs, cette carte n'existe pas, hein. ouais. Malheureusement, j'ai envie de dire heureusement, ça serait beaucoup moins drôle. Mais par contre, Steve Jobs dit, quand vous avez atteint une certaine réussite, vous pouvez vous retourner et connecter les points qui ont été déterminants dans cette réussite. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis retournée, j'ai dit, qu'est-ce qui a été déterminant dans cette réussite? Qu'est-ce qui m'a permis de me positionner, de me catapulter comme ça dans mon activité, Mhm. au-delà de J'arrête de râler? Et c'est comme ça que j'ai pu voir émerger 4 principes fondamentaux, Ouais. 4 piliers cœur de ma vie et auxquels je reviens tout le temps et en permanence. Alors le premier pilier, c'est j'ose être brillante. Mhm. J'ose être brillant, j'ose être brillante. Le deuxième, c'est je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Le troisième, c'est je crée ma réalité avec mes mots. Mhm. Et le quatrième, c'est je prends soin de ma source. Mhm. Et Donc, si tu oui, regardes ces quatre principes par rapport à justement l'aventure que tu as vécue, quand tu dis j'ose
Briller. De quelle façon est-ce que tu as osé briller? Alors justement, il y a eu plusieurs choses. D'abord, j'ai osé écouter quelque chose qui était à l'intérieur de moi et qui avait envie d'être révélé. J'ai eu cette envie de faire ce challenge J'arrête de râler et j'ai eu envie de le partager. Et au moment où j'ai eu cette envie, honnêtement, j'avais autre chose à faire. Mon activité professionnelle a commencé tout juste à décoller alors que j'avais galéré pendant des années. Fallait que je ramène du chiffre d'affaires. Fallait que j'avais déjà peu de temps parce que j'ai 3 enfants. Donc je suis ce qu'on appelle une mompreneur. Oui. Donc j'ai déjà peu de temps à consacrer à mon activité professionnelle. Et donc, une part de moi, effectivement, a douté et s'est dit, mais Christine, pourquoi tu te lances ce challenge? Pourquoi en plus tu veux faire un blog? C'est pas ça qui va te rapporter de l'argent. C'est pas quelque chose, c'est pas une offre professionnelle, c'est pas quelque chose à vendre. Pourquoi tu te rajoutes un truc? Et donc j'ai une part de moi à résister l'idée de me lancer ce challenge et de le diffuser sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'était en moi et j'ai pas pu m'en empêcher en fait. C'était à l'intérieur de moi et c'était important pour moi. Et j'ai fait le choix de l'honorer. C'est le choix d'oser créer un vrai espace dans mon quotidien, dans mes journées déjà bien remplies, pour faire ce challenge et pour échanger sur ce challenge et le partager. Alors qu'à ce moment-là, d'un point de vue business, c'était la pire décision, alors que je suis une business coach, c'était la pire décision qu'un business coach pouvait, que je pouvais prendre, parce que c'était absolument pas une décision pour business qui allait rapporter de l'argent. Donc, j'avais aucune idée de ce qu'elle allait. Quand tu dis donc oser briller, finalement, ça n'a rien à voir avec le fait d'être à fond dans ses talents ou dans une perfection. C'est vraiment d'écouter. Il y a plusieurs dimensions d'oser être brillant. Donc, la première pour moi, ça a été de se dire, Christine, bah, tu le fais quand même. Tu le fais quand même parce que c'est en toi. Et j'ai choisi de me dire, si c'est en moi et que ça a envie d'émerger à travers moi, c'est que c'est important. C'est que c'est important et c'est que ça a de la valeur. Je ne sais pas où ça va me mener, mais ça mérite d'être honoré. Donc ça, c'était vraiment la première démarche, c'est d'accepter que ce qui était en moi, qui avait envie d'être révélé, c'était important et ça méritait d'être révélé. Voilà. Alors après, effectivement, il a fallu oser être brillant parce qu'il a fallu oser mettre vidéo et c'est vrai que parfois on me disait, mais qui es-tu pour oser prétendre qu'il faut s'intéresser par ce que tu as à dire? Je veux dire, tes petites leçons du soir, à la fin de ta journée, est-ce que j'ai râlé, est-ce que j'ai pas râlé? Mais tout le monde s'en fout, Christine. Ouais. J'avais cette voix qui se disait, mais Christine, tout le monde s'en fout. En plus, je faisais mes vidéos dans ma chambre et souvent il faisait noir le soir. C'est le seul moment quand je vais récemment prendre le temps de faire cette vidéo. J'ai pas attendu d'avoir un studio professionnel avec 2 caméras et un éclairage absolument parfait. Parfois, j'avais absolument pas fait de brushing. De toute façon, si je fais un brushing, ça tient pas avec mes cheveux. Mais voilà, j'étais complètement imparfaite. Et c'était de toutes les façons, soit je le fais comme ça, soit je le fais pas. Parce que dans ma réalité du moment, avec les moyens du bord et avec ma réalité à la maison avec mes enfants, c'était soit je le fais comme ça, soit je le fais pas. J'adore ce que tu partages là, c'est juste extra. Genre, je reçois tellement de messages et de demandes de rebelles créatifs qui sont dans cette situation. Quand tu dis, mais qui je suis, qui est-ce que ça va intéresser, mes partages sur ce que je... C'est exactement ça qu'elles ressentent à chaque fois. Donc, j'adore vraiment ce que tu es en train de partager là en ce moment. Voilà. Alors, cette confrontation avec ce que j'appelle ma petite voix rabat-joie qui me tire vers le bas, je l'ai vécue de manière encore plus forte quand j'ai signé un contrat avec un éditeur. Parce que un an plus tard, non même pas un an plus tard, j'ai fini mon challenge début juillet. En septembre, j'ai signé un contrat avec Erol. Erol est venu me voir pour me dire, il y a votre blog marche, cartonne, est-ce que ça vous intéresse d'écrire un livre dessus? Donc, je les ai rencontrés, on a eu un gros coup de foudre les uns pour les autres, et donc on a décidé que j'allais écrire un livre. Et donc, c'est merveilleux de signer un contrat avec un éditeur. Hein. On boit du champagne, on est content, on est très fiers, notre ego est ravi. Hein. Super, j'ai signé un contrat, c'est la classe quand même. Hein. Sauf qu'après j'ai été confrontée avec le manuscrit, la page blanche. Et je me souviens très bien, j'ai fait le choix de me lever tôt le matin parce que c'était le seul moment où je pouvais écrire. J'avais encore mon activité qui tournait, qui marchait, fallait que je m'en occupe. Donc j'écrivais le matin de 6 à 7 avant que mes enfants se lèvent. Et je me souviens avoir entendu cette voix rabat-joie qui me tire vers le bas, qui me disait, mais qui es-tu pour oser prétendre que tu peux écrire un livre? Et je me souviens, je me disais, Christine, il y en a d'autres qui ont écrit des livres avant toi et mieux que toi. Alors pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi tu t'embêtes?
En plus, à l'époque d'orthographe, parce que j'avais un peu perdu mon français, parce que j'étais complètement dans un monde américain. Donc, je faisais des fautes. D'ailleurs, les gens sur les blogs, il y avait plusieurs personnes, ce qu'on appelle des trolls, hein, les trolls, là, sur le blog, qui m'insultaient et qui me disaient, qui es-tu pour oser prétendre que tu peux avoir un blog si tu fais si tu fais des fautes d'orthographe? Donc, j'avais clairement des gens qui me disaient que je ne méritais pas d'avoir une plateforme pour partager mon message parce que je faisais des fautes d'orthographe. Et donc, et là, j'ai dû oser être brillante. Je me souviens très bien, à un moment donné, je me suis dit, Christine, alors d'abord, c'était qui es-tu pour oser prétendre que ça va intéresser qui que ce soit? Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi mieux que toi. Et j'avais très très peur du jugement de mes pairs, des autres auteurs. Et je me suis dit, ils vont trouver que je suis pas assez intelligente. Ils vont trouver que j'ai pas été au bout du sujet. Ils vont trouver que c'est trop léger. Ils vont trouver que c'est pas assez philosophie profond. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à essayer de satisfaire cette peur. Et donc, j'ai commencé à essayer d'écrire un livre intelligent. Alors voilà, je faisais monter un peu la mayonnaise, et j'essayais de faire des phrases un petit peu plus sophistiquées. J'essayais de citer un peu plus des grands penseurs ou des choses comme ça. Ouais. Et là, déjà, je me suis sentie coupée de ma flamme. Et je me suis dit, Christine, c'est pas pour les autres auteurs ou c'est pas pour les journalistes que tu écris ce livre. Tu écris ce livre pour les lecteurs de ton blog. Ces gens qui ont vu tes vidéos et qui ont aimé ton authenticité, qui ont aimé que tu sois une personne ordinaire qui ose se transformer elle-même, qui ont aimé ton côté simple, ton côté complètement accessible. Et donc, commence pas à mettre une distance et à essayer de te mettre au-dessus et à essayer d'être plus intelligente. Ton intelligence, elle est dans ton authenticité. Ton intelligence, elle est dans le message de ton cœur, pas le message de ton intellect qui essaie de prétendre être meilleur qu'il n'est. Ouais. Et donc là, je me suis dit, Christine, écris avec tes tripes. Hein. Écris, je me suis dit, Christine, tu ne mets sur papier sur ce manuscrit que ce qui te fait vibrer, que ce qui te parle vraiment. Et à chaque fois que tu te surprends en train d'essayer de prétendre d'être plus intelligente que tu ne l'es, et c'est même pas une question d'être plus intelligente, ça veut rien dire l'intelligence. Je pense qu'on a mis la grosse erreur que moi j'ai vécu une grande partie de ma vie avec cette croyance, c'est que mon niveau d'intelligence était lié à mon niveau de culture générale. Ouais. Et que donc il fallait que je sorte ma science et il fallait que j'étale ma culture pour montrer que j'étais intelligente. Et là, dans ce livre, je me suis donné la permission d'activer l'intelligence de mon cœur, d'activer l'intelligence de mon âme, qui n'avait rien à voir avec ma culture générale. Alors, je suis dans des souvenirs, alors que je parlais avec mon cœur, je me suis souvenu d'un cours que j'avais eu en prépa, ou je me suis souvenu d'un cours que j'avais eu quand j'étais sur les bancs de la fac, un cours de sociologie. Donc, j'ai été puisée là-dedans et j'ai été tirée et ressortir mes livres, et j'ai retrouvé la page où il y avait quelque chose que je pouvais mettre dans mon livre. Ouais. Donc, je me suis aussi quand même appuyée sur ma culture générale, mais ça a vraiment pas été ça qui a été moteur. Et donc, c'est là que j'ai osé être brillante. J'ai osé à un moment donné me dire, Christine, c'est le message de ton cœur, c'est le message de ton âme, c'est la brillance. C'est cette brillance-là que tu dois mettre dans ton livre. Et j'ai choisi de ne pas écouter cette petite voix rabat-joie qui me tire vers le bas. Incroyable. Juste cette partie-là, elle est waouh, 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 waouh. J'en avais les larmes aux yeux. Tu en parles d'une façon tellement honnête et vraie parce que c'est vraiment toutes ces peurs qu'on a dans la tête. Hein. La difficulté justement de se montrer tel qu'on est alors que c'est justement là qu'on brille. C'est vraiment tout ça. C'est cette peur de ne pas avoir l'air suffisamment intelligent, pas suffisamment cultivé et puis de se comparer constamment aux autres et avoir l'air de, je sais pas, ce à quoi on s'attend en fait d'un coach ou bien d'un auteur ou de peu importe le métier. C'est vraiment magnifique. Alors, le deuxième principe que tu as découvert par rapport à cette expérience avec Wake Up, tu disais justement qu'il y avait un deuxième principe après oser briller. Je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Okay. Je pense qu'à un moment donné, on a toujours un moment donné où on connecte avec notre brillance de notre cœur et la brillance de notre âme, où on a une idée géniale. Ça peut être sous la douche, ça peut être dans une marche, quand on marche en nature. Moi, j'ai souvent eu des idées géniales, et d'ailleurs, une grande partie de tout ce que je fais aujourd'hui, des meilleures idées que j'ai pu avoir, sont nées sur la piste de danse. Je prends des cours de danse et je danse régulièrement, et c'est souvent dans ces moments-là que j'ai tout d'un coup une idée géniale, une idée qui vient du cœur, une idée forte, une idée puissante, une idée grande, une grande idée. Pas forcément grande en termes de taille, mais grande dans sa richesse. Et c'est bien gentil d'avoir ces belles idées. Donc ça, c'est une chose, c'est d'oser croire que cette idée a de la valeur. C'est d'oser croire que si elle est en moi, c'est pas pour rien et qu'il y a quelque chose qui a envie d'être révélé à travers moi.
et d'oser croire que c'est important. C'est ça, oser être brillant. C'est oser croire que c'est important et que ça a de la valeur, même si on n'a aucune idée de est-ce que ça va réussir ou pas. C'est de se dire, ça mérite que j'avance dans cette direction. On verra bien où ça me mène, mais je ne peux pas me tromper. Je dis souvent, quand on écoute notre brillance, quand on écoute ce qui est dans l'intérieur de nous et qui veut être révélé, on ne peut pas se tromper. Ça ne veut pas dire... Moi, quand j'ai commencé ce livre et l'écriture, je ne savais pas du tout. On pensait qu'on en vendrait 10 000. Je n'étais pas attachée à en vendre 250 000. Ouais. Je ne savais pas où ça irait, mais je savais que je ne pouvais pas me tromper dans le sens où j'honorais qui je suis et donc j'étais forcément sur le bon chemin dans ma vie. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'oser croire que c'est important. Et la deuxième chose, c'est d'oser poser un acte à la hauteur de cette chose-là. C'est-à-dire, moi, j'ai ouvert le blog. Je crois que c'est la phrase à la hauteur de ton ambition. C'est voilà. Comment ça? Comment tu fais ça là, pour poser un acte, pas juste un acte au hasard, un acte qui soit à la hauteur de ton ambition? Alors ça, moi, c'est oser poser un acte et un acte qui permet de cultiver l'entière possibilité de la chose. Moi, quand j'ai ouvert le blog, je savais pas du tout où ça allait aller. Je pensais que mes amis allaient regarder, mais quelque part, ça pouvait devenir beaucoup plus grand. Je n'étais pas attachée à ce que ça le soit, mais potentiellement, c'était assez facile qu'un blog deviennent beaucoup plus grands. Pas assez facile. En même temps, complètement impossible. Ouais. En même temps, c'était un peu n'importe quoi de prétendre que ce soit possible. Je suis désolée, il y a un camion qui passe, j'espère que ça s'entend pas trop. Donc, poser un acte à la hauteur de mon ambition, ça vient aussi cette idée-là, de cette idée que je suis membre. J'ai mes 3 enfants. Et parfois, j'ai pu me surprendre à utiliser ça comme une excuse. Et à me dire, ah oui, mais c'est mon mari, c'est facile pour lui de réussir parce qu'il part le matin, il rentre le soir, il n'a pas à gérer les enfants, l'école, les devoirs, les courses, les machins. Ouais. Et donc voilà, lui, il peut réussir dans la vie. Et moi, j'avais une bonne excuse d'avoir un business qui vivotait. Qui marche, hein, mais qui vivotait. Parce que voilà, moi, je suis mompreneur, j'ai les enfants, je ne peux pas. Et je vois beaucoup de mompreneurs qui utilisent un peu cette excuse-là. Et moi, j'ai choisi de complètement catapulter ce point de vue et de me dire, c'est pas mon mari qui a de la chance, c'est moi. Parce que finalement, je sais que c'est moi qui ai de la chance d'être avec mes enfants et d'être là pour les devoirs et d'aller les chercher à l'école. Et je sais que mon mari, il aimerait bien pouvoir faire ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient beaucoup être beaux à la maison avec leurs enfants. Donc, c'est pas mon mari qui a de la chance, c'est moi qui ai de la chance d'être avec mes enfants. Première chose. Et deuxièmement, justement parce que j'ai moins de temps, parce que j'ai choisi d'avoir de la place dans ma vie pour ma famille, je ne peux plus me permettre de procrastiner. Et donc, je vais saisir ça comme une opportunité. Je ne peux plus me permettre de tourner en rond et de poser des petits actes. Parfois, on a une idée, puis on essaye un truc, et puis on se dit « peut-être que c'était pas fait. » En anglais, on dit « It was not meant to be. » Peut-être que c'était pas fait pour que ça arrive. Ouais. Moi, je trouve aussi que parfois, on pose des actes qui sont tellement médiocres que ça n'a pas eu lieu, parce qu'en fait, on n'a pas posé un acte à la hauteur de notre ambition. Oui, parfois, on lance des choses. Moi, j'ai lancé mon blog. Peut-être qu'il aurait pu ne pas marcher. Et peut-être que it was not... Mais j'ai posé un acte à la hauteur de l'ambition, et après... après, moi j'ai toujours, là, ce qui est important, c'est d'être engagé dans notre réussite et dans nos actes, on est engagé, mais on n'est pas attaché. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, on lâche prise. On verra bien où ça nous mène. Mais on est engagé à poser des actes à la hauteur de nos ambitions, mais pas forcément attaché au résultat. Ouais. Okay. Tu vois la distinction? Je vois la distinction. Donc, on va vraiment au maximum de l'idée, mais par contre, j'aurais peut-être une question par rapport à ça. Parce que moi, je sais que j'avais parfois ce problème-là, c'est que j'avais une idée avec l'action que je pouvais faire immédiatement, mais là, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que l'idée grossit, puis je me dis, mais je pourrais faire la chose la plus grosse possible, et celle qui, justement, quelque part, faisait que j'avais, comment dire, il me manquait les ressources, ou j'avais pas ce qu'il fallait pour vraiment pouvoir réaliser l'idée telle que je l'imaginais, je veux dire, à son niveau le plus gros possible, ce qui faisait que, bon, bien sûr, je me plantais en ayant fait comme ça, et là, enfin, je me donnais le droit de faire l'action la plus simple qui était juste devant moi et que j'étais censée faire dès le début. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ce qui est important, c'est de poser une action qui n'empêche pas la vision plus grande. Okay. De poser une action avec peut-être qu'on a, parce que nous, les entrepreneurs et les créatifs, on n'a pas de problème à avoir des idées. Ouais. D'accord? C'est presque plutôt notre curse, je ne sais pas comment dire en français les curses, notre problème, c'est qu'on en a pour des idées. Et voilà, les entrepreneurs, les créatifs, on n'a pas de problème à avoir des idées. Donc moi, là, ce qui est important, c'est d'en choisir une et d'avancer dessus. Ouais. Et ce qui me permet de naviguer ça, c'est de choisir une idée qui reste ouverte sur la suite. Qui reste ouverte sur la suite. C'est pas forcément la vision la plus
développée ou la plus complète, mais il faut qu'elle garde cette ouverture sur la suite, la possibilité. Voilà. C'est-à-dire quand on parle des développements informatiques, des logiciels, tous les développements de start-up et développement de logiciels, les entreprises ne commencent jamais par tout mettre en place. Ça n'a pas commencé par être un truc qui pouvait marcher avec tout le monde et que tout le monde aurait accès. Ça a commencé par une petite chose pour un petit groupe. Et on va commencer par voir si ça prend. On fait d'abord une petite chose avec un petit groupe, on regarde si ça prend et c'est la version bêta. Bêta 1, bêta 2, bêta 3. Et donc, petit à petit, on cultive et on ouvre et on exploite la chose de manière plus grande. Mais l'erreur, c'est de vouloir monter une multinationale, de partir de rien et de vouloir monter une multinationale. Et je pense que c'est là où on se perd. Puis après, on perd nos moyens, on perd nos ressources, et puis on a encore plus de doutes, et on se sabote encore plus. Une chose que j'aborde beaucoup dans le livre Wake Up et dans le séminaire, parce que donc, j'ai tout un séminaire basé sur ce livre Wake Up. Je le propose d'ailleurs en Californie. C'est un peu moins loin pour le Canada. Je le propose en France et en Californie. Donc le prochain, ce sera en Californie au mois de janvier. Et donc ce que j'explique dans ce séminaire, c'est que quand on s'apprête à poser un acte à la hauteur de nos ambitions, quand on s'apprête à oser être brillant, quand on s'apprête à vraiment aligner, parce que tout le travail que je fais est beaucoup axé sur le travail, sur l'activité professionnelle. Je crois que le meilleur endroit pour oser être brillant, le meilleur terrain de jeu pour s'épanouir et pour se réaliser dans la vie, c'est le travail. Non seulement c'est le meilleur, mais en plus c'est celui sur lequel on passe le plus de temps sur une semaine, donc autant se servir de ce terrain de jeu-là pour s'épanouir ou pour se réaliser. Et donc au moment donné où dans notre travail, on s'apprête à poser un acte à la hauteur de nos ambitions, on s'apprête à oser être brillant, en général c'est là où on est confronté à notre upper limit. Upper limit, c'est ce moment où on va se saboter. Alors on va se saboter soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Alors de manière consciente, c'est voilà, on entend notre voix rabat-joie et puis du coup on procrastine. Alors la procrastiner, est-ce que c'est conscient, inconscient? Je pense que souvent c'est relativement conscient. On se laisse faire, on se laisse procrastiner. Mais il y a aussi plusieurs cas de personnes qui se sont sabotées de manière complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un accident de voiture, on va développer une allergie, on va tout d'un coup s'engueuler avec un proche, alors que d'habitude on ne s'engueule pas avec ces personnes, mais là tout d'un coup il va y avoir une grosse engueulade avec un proche. Et donc en gros on génère de manière inconsciente une magnifique distraction, une magnifique urgence qui demande toute notre attention et qui du coup devient notre meilleure excuse pour ne pas avoir dépassé et pour ne pas avoir à traverser nos limites. Moi quand je me suis retrouvée devant mon manuscrit, j'ai réellement dû traverser mes plus grosses peurs. J'ai vraiment dû me dire, ok, ma voix rabat-joie me dit que c'est n'importe quoi, ma voix rabat-joie me dit que je n'y arriverai pas, ma voix rabat-joie me dit, mais pour qui tu te prends, il y en a d'autres qui l'ont fait mieux avant que toi, mieux que toi, et pourtant je décide de continuer à le faire, et donc je décide de ne pas laisser mes démons me hanter, et donc je décide d'écrire avec mes démons. Ils sont là, et donc je dois traverser cette chose-là. Et c'est là où normalement, c'est plus facile de créer une magnifique diversion. Je raconte aussi, alors c'est une des particularités de mon travail et de mon approche, c'est que quand des gens viennent dans mes séminaires, c'est vraiment ce que je fais, je lève le rideau et je raconte tout le côté, toutes les difficultés que j'ai dû traverser pour être où je suis aujourd'hui, et justement pour faire sortir de l'illusion que j'ai tout compris, que je maîtrise tout et que je suis et que il y a quelque chose que je sais que vous ne savez pas. Non, il n'y a rien que je sais que vous ne savez pas. Je décide de ne pas laisser mes blocages me limiter. Et donc, j'ai notamment vécu un moment très très fort avant de faire cette fameuse conférence TEDx sur J'arrête de râler. Avant de faire cette merveilleuse, donc cette conférence TEDx, elle est géniale. Honnêtement, j'en suis très contente. Je suis parfaite, elle est top. Je conseille tout le monde de regarder ça parce qu'à la fin, j'avais les larmes aux yeux, je t'ai applaudi, j'étais sur mon écran là toute seule à la maison. Enfin, voilà. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ça n'a pas commencé du tout comme ça. Pour la petite histoire, j'ai été contactée par TED pour faire cette conférence. Et puis, je me suis dit, j'étais très occupée parce que j'étais en train de finir l'écriture de Wake Up. Très, très occupée avec une deadline, un manuscrit, et j'avais beaucoup de mal à finir l'écriture de Wake Up parce que je suis très occupée par tout ce qui se passait sur J'arrête de râler. Et donc, on me contacte et je me dis, bah oui, il faut que je le fasse. Je veux dire, moi, clairement, ma destinée, ma mission, ma vocation, mon sweet spot, c'est de partager mon message. L'opportunité d'être sur une conférence TED, tu peux pas dire non, Christine, il faut absolument aller de l'avant. Faut que tu oses le faire, faut que tu le fasses. Et puis, une part de moi s'était dit,
facile, les doigts dans le nez, des conférences, j'arrête de râler, j'en ai fait plein, je connais mon sujet, j'ai écrit un livre, à l'époque on en avait vendu 100 000 exemplaires, je pense quand j'ai fait cette conférence, on n'en était pas à 50 000, mais bon, j'avais fait des tonnes d'interviews, finalement parler 18 minutes de j'arrête de râler, facile. Et donc, je me suis un peu reposée sur mes lauriers et j'ai eu mon premier entretien Skype avec l'équipe de TED pour préparer cette fameuse prise de parole. Et là, j'ai été minable. Je me mélangeais les pinceaux, j'arrivais plus à véhiculer mes idées. Et finalement, l'exercice de faire 18 minutes était extrêmement difficile. Et d'être vraiment, de réussir à être drôle, de réussir à être clair, de réussir à me concentrer sur ce que j'avais de plus juteux à transmettre. Et l'exercice s'est révélé être beaucoup plus dur que je le pensais. Et donc, dans ce premier rendez-vous, j'ai été minable. Littéralement, après ce rendez-vous Skype, je suis allée dans les toilettes et j'ai pleuré. Je me suis dit, mais Christine, tu ne vas jamais y arriver. Et puis je me suis dit, mais tu te rends compte, Christine, c'est TED, ça va être sur YouTube et tout le monde va le voir. Et donc en fait, les gens qui ont acheté tes livres, et là, tu es dans tous les médias français, mais les gens vont se rendre compte qu'en fait, tu n'es pas intelligente. Ils vont se rendre compte en fait que tu es une fraude. Ils vont se rendre compte en fait que tu n'es pas quelqu'un de bien. Et c'est fou de se dire que on a toujours ces peurs. Cette voix rabat-joie, on l'a toujours, même quand on a vendu 100 000 livres, on est toujours hanté par cette voix rabat-joie. Et moi, je me suis réveillée plusieurs nuits plus tard, il me souviens très bien d'une nuit où je me suis réveillée, j'étais en nage dans mon lit, ça m'était jamais arrivé. Mon lit était trempé de transpiration à tel point j'étais hantée à cette idée d'être humiliée sur la scène du TED parce que j'allais pas réussir cet exercice. Et donc là, à un moment donné, je me suis dit, Christine, là, j'ai cherché à me saboter. Et je raconte dans les livres Wake Up, j'ai cherché une excuse. J'ai cherché une excuse pour ne pas y aller. Et j'ai vraiment cherché à ce que ce soit mon mari l'excuse. J'avais très envie que mon mari me dise que c'était pas raisonnable que j'y aille parce que j'allais lui laisser les enfants une fois de plus et que lui, il avait un gros stress au boulot et que donc, voilà, fallait mieux pas, j'allais être une bonne épouse et que j'allais pas y aller parce que c'était mieux raisonnable, c'était vraiment pas raisonnable que j'y aille. Puis j'avais quand même mon manuscrit Wake Up à finir, j'avais plein de choses à faire, donc c'était pas raisonnable que j'y aille. Et là, je me suis rendu compte, Christine, tu veux pas y aller parce qu'en fait, t'as peur. Et là, je me suis dit, Christine, tu peux pas te regarder en face en tant que coach, tu peux pas continuer à te regarder en face et prétendre que tu peux accompagner tes clients à dépasser leurs peurs et à réaliser leurs projets et à avancer sur leurs ambitions. Et à être en train d'écrire un livre qui parle que de ça, Je suis en train d'écrire un livre, Wake Up, qui parle que de ça, et je laisse ma plus grosse peur me saboter et m'empêcher d'aller faire cette chose qui, je sais, est un des piliers de ma destinée, d'être sur la scène d'un TED. Et donc là, j'ai fait le choix de poser des actes à la hauteur de mes ambitions. J'ai fait de la place dans mon agenda. J'ai convoqué des amis le midi dans mon espace de coworking. Je leur ai dit, venez m'écouter dans 3 jours. Dans 3 jours, je vous présente quelque chose. Venez m'écouter et vous ferez un débrief. Parce qu'en fait, j'avais préparé le TED dans les 2 langues, en français et en anglais. Donc là, je leur avais fait en anglais. Et je me suis levée le matin et j'ai répété. J'ai travaillé ce TED, mais comme jamais j'ai travaillé quelque chose. Et quand j'ai commencé à le travailler, c'était minable. C'était minable et à chaque fois que je commençais et que je me mélangeais les pinceaux, que j'arrivais pas à dire les choses, j'avais qu'une seule envie, c'est de me mettre sous la couette et de manger du chocolat. J'avais qu'une seule envie, c'est de me sauver en courant. Et j'ai choisi de confronter ma peur. J'ai choisi de confronter ma médiocrité. J'étais médiocre. Et j'ai décidé que cette médiocrité ne me définirait pas. J'ai choisi de la confronter jusqu'à temps qu'elle se transforme en quelque chose qui était good enough. Et c'était finalement plus que good enough, c'était génial. Et finalement, je suis allée sur la scène du TED et je me suis éclatée. Et oui, parfois, je me suis un peu mélangé les pinceaux dans mon truc, mais c'est pas grave. Et voilà, c'était génial. Et maintenant, j'ai fait ce TED. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé derrière. Ouais, il faut comprendre, parce que nous, la réalisation, on voit ça, mais c'est parfait. C'est bien raconté, ça se tient, on comprend l'histoire en 18 minutes, on comprend exactement de quoi il s'agit, on comprend ton message. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas... Enfin, tu sais, quand tu disais, j'ai fait plusieurs entrevues, j'ai déjà parlé plusieurs fois de j'arrête de râler et tout ça. C'est vrai qu'on ne pense pas à l'exercice de 18 minutes, c'est-à-dire de faire passer exactement l'idée et tout en 18 minutes. Et le sabotage, en fait, finalement, de prendre à la légère. Je vais y arriver, il n'y a pas besoin que je me prépare pour ça. Et puis, si on regarde maintenant au niveau toujours de des principes, au niveau de Wake Up, donc tu as dit que tu en avais 4. Donc le premier, d'oser briller. Le deuxième, de poser des actes à la hauteur de son ambition. Le troisième, c'était? Je crée ma réalité avec mes mots. Ok. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose d'absolument formidable. C'est que quand on réfléchit à changer sa vie,
je voudrais t'inviter à regarder ta journée d'hier. Essaye de te souvenir de ta journée d'hier. Et tu vas te rendre compte que ta journée... Alors hier, c'était... Là, on est un lundi quand on filme cette vidéo. Donc hier, c'était un dimanche. Ouais. Mais même si on prend une journée plus ordinaire, par exemple, un vendredi, essaie de te souvenir de ta journée de vendredi. Une grande partie de ce dont tu vas te souvenir, c'est les conversations que tu as eues. Les conversations que tu as eues avec tes proches, je ne sais pas si tu vis avec du monde, mais avec tes proches le matin au réveil, les conversations que tu as pu avoir avec des clients ou avec les commerçants du quartier, avec ton banquier, avec ton père, ta mère, ton frère, j'en sais rien. Et donc, en fait, une grande partie de ce dont on se souvient de notre journée, c'est une série de conversations. Et donc, je me suis dit, j'ai pris conscience que si je veux changer ma vie, la première chose que je peux faire, c'est changer mes conversations. Si je change mes conversations, à la fin de ma journée, je vais avoir vécu une journée complètement différente. Si je passe ma journée à râler, à résister, à pester, à accuser, à pointer du doigt, à juger, voilà, ça va être mon expérience de ma journée. Tandis que si je change mes conversations et que je parle dans mes conversations de ma gratitude, si je célèbre ce qui va bien, si je parle de mes projets, si je parle de ce qui me fait vibrer, si j'acknowledge, je reconnais ce que les autres font pour moi, si je développe une nouvelle conversation avec moi-même, avec les autres, je développe une nouvelle conversation avec ma vie et je développe une nouvelle expérience de ma vie. Donc, je me suis vraiment rendu compte du pouvoir de mes mots. Et finalement, on a quand même beaucoup de pouvoir sur nos mots. Je veux dire, on parle beaucoup de la pensée positive, mais c'est très, très dur de penser positif. Ouais. C'est très, très dur de contrôler ses pensées et d'être maître de ses pensées. Par contre, contrôler ce qui sort de ma bouche, c'est quand même plus simple. Ouais. On a beaucoup plus d'emprise sur ce qui sort de notre bouche. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que si j'arrive à changer ce qui sort de ma bouche, d'abord, je finis par croire ce que je dis. Ça, c'est très important de réaliser qu'on croit ce qu'on dit. Donc, quand on dit que c'est toujours pareil, que c'est infernal, que ça me tue, que je suis crevée, que ça fait 100 fois que je le demande, que c'est terrible, que c'est affreux, que c'est... Voilà, je finis par croire que ma vie, c'est ça. Ouais. Si je plante avec mes mots des nouvelles graines de conversation, je finis par vivre dans ce monde. Dans le monde des possibles, dans le monde des projets, dans le monde des possibilités, dans le monde de mon ambition, dans le monde de ce qui me fait vibrer, dans le monde de ce qui est déjà dans ma vie, dans le monde de la gratitude, dans le monde de la reconnaissance de ce que les autres font pour moi. Je peux vivre dans cette dimension. Dans ce principe, je crée ma réalité avec mes mots. Évidemment, je reparle de J'arrête de râler, parce que c'est quand même un des piliers de pourquoi ce principe fondamental fait partie des 4 principes fondamentaux de Wake Up. Mais je vais plus loin. Je dis finalement, si nos mots ont un tel impact sur notre vie, comment on peut vraiment les mettre à notre avantage, au-delà d'arrêter de râler. Et donc là, je parle du pouvoir de l'affirmation, du pouvoir de la déclaration. Dans mon séminaire Wake Up, les participants prennent le temps de nommer, de mettre en mots, de choisir quel verbe je veux utiliser, quel adjectif je veux faire, qu'est-ce que je veux accomplir, quels sont ces actes. On fait tout un exercice pour définir les actes, les ambitions. Sur les 12 mois à venir, quels sont les actes que je vais vouloir poser qui vont être à la hauteur de mes ambitions. Et ensuite, j'invite les participants à se mettre debout et à le déclarer. À le déclarer devant d'autres personnes et à le dire, à le formuler. C'est incroyable comme parfois on a des rêves, mais on n'a pas pris le temps de les formuler, de mettre des mots dessus. C'est extrêmement puissant de choisir quel mot j'utilise pour formuler mon intention, pour formuler ma vision, pour formuler mon ambition. Et quand on prend le temps de formuler, on titille exactement au bon endroit pour nous donner des ailes. Alors ça, on a un problème à utiliser des mots qui nous titillent juste au bon endroit pour nous couper les pattes. Ça, on a développé un art de ça, avec nos râleries, avec nos jugements. Mais là, j'invite les participants et les lecteurs du livre à développer un nouvel art, qui est l'art de choisir des mots qui vont nous titiller exactement au bon endroit pour nous donner des ailes. Alors, on prend le temps de les choisir, on prend le temps de formuler, et ensuite on les déclare, on les annonce au monde. C'est ça qu'on met au cœur de nos conversations. Ça, c'est extrêmement puissant. Et tous les lecteurs du livre et les participants des séminaires qui sont revenus me voir quelques mois plus tard me disent « Mais c'est hallucinant à quel point mes déclarations sont devenues réalité. » Des choses qui, au moment où ils ont déclaré, à plusieurs reprises, les gens se mettent debout et ils déclarent quelque chose, et dans leur fond de leur tête, ils entendent très très bien la petite voix rabat-joie qui leur dit « Mais c'est n'importe quoi ce que tu viens de déclarer. » Donc la voix qui dit n'importe quoi, elle est toujours là. Mais le fait de le déclarer, d'avoir choisi les bons mots, permet de catapulter cette situation et de faire ancrer ces choses dans notre quotidien. Alors, c'est pas tout de le déclarer, évidemment, pour revenir, je pose les actes à la déclaration, mais le fait de l'avoir déclaré, ça le rend déjà réel. Donc, c'est un peu ce que tu as fait exactement avec, pendant ton propre parcours avec J'arrête de râler, c'est que tu l'as déclaré, en faisant des vidéos, tu l'as déclaré à voix haute et devant des témoins finalement.
Ok. Donc, tu crées ta réalité avec tes mots. Et le quatrième principe, Je prends soin de ma source. prends soin de Alors, ta source. alors ça part vraiment de l'idée que moi j'ai l'intime conviction qu'on a tous une flamme à l'intérieur de nous. Et par moments on la sent cette flamme et par moments on la sent pas. Selon où on en est dans notre chemin de développement personnel, on la sent plus ou moins. Mais je pense que tout le monde la sent à un moment donné. Et je prends souvent l'image d'une gazinière où on tourne le gaz et ça se met en... Et parfois on sent cette flamme, ça peut être dans une conversation, tout d'un coup on est complètement engagé, au taquet, ou alors quand on lit un livre, on est complètement aligné, ou on écoute une émission à la radio, ou on regarde un documentaire et on est vraiment éclairé, quoi. On est lumineux, on est connecté, on sent cette flamme intérieure qui se met en route à l'intérieur de nous. Et je pense que ma plus grande responsabilité dans ma vie, c'est de garder cette flamme allumée. Et je peux pas laisser les autres, la négativité, le stress de mon quotidien, de mes responsabilités et la négativité ambiante et les autres. Je peux pas me permettre de laisser tout ça éteindre ma flamme intérieure. Si je prends pas soin de ma flamme intérieure, personne d'autre le fera à ma place. Et je me suis rendu compte que pour moi, c'était presque ce principe, c'était le plus dur à mettre en place au cœur de ma vie. Parce que je suis le genre de femme où une de mes valeurs principales, c'est l'action. Je suis désolée, il y a encore un camion, je ne sais pas si vous l'entendez. Ouais, ça va, on t'entend bien. Une de mes valeurs principales, c'est l'action. Je suis une femme où ce qui compte, c'est que ça dépote. Quelque part, à la fin de la journée, j'ai cette croyance que j'ai de la valeur et que je vaux quelque chose si j'ai beaucoup accompli ma journée. Et c'est un peu un biais parce que ça m'empêche. Je suis toujours dans l'action. Mais je me suis vite rendu compte avec ce chemin de j'arrête de râler, avec cette belle aventure de Wake Up, je ne vais pas en durer. À un moment donné, c'est bien gentil de oser être brillante, de poser des actes à la hauteur de mes ambitions, de changer mes conversations. Mais à la fin, j'ai besoin d'être nourrie. Si en plus de ça, j'ai le stress, et j'ai les autres, et j'ai la négativité qui vient éteindre ma femme intérieure, ça ne peut pas tenir. À un moment donné, je suis vidée. À un moment donné, j'ai plus de ressources. Et donc, je me suis rendu compte qu'il était urgent que je mette au cœur de ma semaine, au cœur de mes journées, au cœur de mon quotidien, des moments pour me ressourcer. Qu'il était urgent que j'apprenne à m'arrêter. Que j'apprenne et à mettre au cœur de mes journées déjà trop remplies, des moments pour prendre soin de cette flamme intérieure. C'est là où j'ai appris à cultiver j'ai découvert la méditation. Et en ce moment, je suis en train d'un challenge 21 jours de méditation pour vraiment faire rentrer la méditation au cœur de mon quotidien. Je me suis mise à danser beaucoup plus souvent. Et ça, c'est marrant parce que je me suis mise aussi à faire des marches en nature. Et ce que j'ai appris par rapport à... Pour moi, prendre soin de ma source, c'est vraiment la chose qui a été la plus dure à mettre au cœur de ma vie parce que je ne me donnais pas la permission de le faire. C'est vraiment de l'ordre de me donner la permission de sortir de ma to-do list, de sortir de mon ambition, de sortir de mes actions pour créer un espace de sérénité, un espace de joie, un espace de connexion avec mon corps, un espace de connexion avec mon cœur, un espace de connexion avec mon âme. Et à plusieurs reprises, je me suis surpris à me saboter. Je raconte dans le livre J'arrête de râler, que je me suis surprise à un moment donné où j'avais l'opportunité d'aller à un cours de danse en semaine. C'était mon rêve, je vais au cours de danse tous les dimanches. Et je me suis toujours dit, si seulement je pouvais danser en semaine, ça me ferait tellement de bien. Et un fameux matin, j'avais enfin du temps, une cliente avait annulé un rendez-vous de coaching. Donc, à l'heure du cours de danse, j'aurais dû être au téléphone, mais cette fois-ci, j'étais libre. Alors évidemment, j'avais une to-do list énorme à faire et plein de choses à faire, mais en même temps, j'avais pas prévu d'avancer sur ma to-do list. J'avais prévu d'être au téléphone avec ma cliente. Donc, typiquement, je me disais, tu peux aller à la danse, Christine. Ça va rien changer à ta to-do list. Tu peux aller à la danse. Ce matin-là, j'ai mis ma tenue de danse en me disant, Christine, c'est vraiment pas raisonnable d'aller danser. C'est pas raisonnable, t'as trop de choses à faire, t'as plein de choses en retard, t'as des emails à répondre, c'est pas raisonnable. Mais j'ai quand même mis ma tenue. J'ai amené mes enfants à l'école et à la sortie du parking, littéralement, je me souviens très bien à la sortie du parking à me dire, Christine, soit tu vas tout droit, tu vas de ce côté-là et c'est la danse, soit tu vas de ce côté-là et c'est le bureau. Et je crois que j'ai commencé par aller vers le bureau. Je dis non, c'est pas raisonnable, tu vas au bureau, tu rentres. Je rentre et au bout du deuxième ou troisième coup, je me dis, mais c'est bête quand même, Christine. Depuis le temps que tu dis que tu veux te mettre à danser, tu n'avais pas prévu d'avancer sur ta to-do list, vas-y, va danser. Alors j'ai fait demi-tour. Je suis allée vers la danse. Et puis au troisième feu, je dis non, c'est pas raisonnable, Christine. Alors j'ai fait demi-tour.
Et après, je suis allée vers le bureau, et là, j'ai refait demi-tour. Puis après, j'ai dit, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, Christine. Tu peux pas indéfiniment, tous les feux rouges, faire demi-tour. Donc, je me suis arrêtée sur le bas-côté, j'ai appelé mon mari. Et j'ai demandé à mon mari, Christine, mon chéri, est-ce que tu penses que je devrais aller à la danse? Et donc là, je me suis rendu compte que j'attendais que mon mari me donne la permission de faire ce qui allait me faire du bien. Donc c'est vraiment c'est quand même dingue. C'est à ce point-là le conflit, de se donner, donc s'autoriser à faire quelque chose qui nous fait du bien. Juste pour nous. Exact. Juste pour nous. Voilà, donc finalement, pour la petite histoire, j'ai fini par aller à la danse. Mais là, j'ai appris une leçon déterminante. J'ai pu observer à quel point je ne me donnais pas la permission de créer des espaces dans mon quotidien, non pas pendant les vacances ou plus tard, dans ma semaine. Je me suis dit, Christine, tu peux pas continuer à naviguer ce monde à ce niveau-là. Je cultive un rapport avec la vie où je cultive les possibilités, j'active ma brillance. Et je suis là en ce moment en train de faire 21 jours de méditation parce que je voudrais réussir à créer du temps quotidiennement pour méditer. Avant, je méditais, j'avais déjà mis la méditation au cœur de ma vie, mais c'était relativement, c'était le week-end, par-ci, par-là. J'ai vraiment envie de découvrir ce qui pourrait devenir possible si je vais plus loin. Et si vraiment j'arrive à faire ancrer cette pratique dans mon quotidien. Et il doit y avoir à peu près 300 personnes qui font ce challenge avec moi. Et j'ai notamment une femme qui m'a expliqué que c'est les vacances scolaires et que normalement elle devrait avoir plus de temps parce qu'elle ne travaille pas. En fait, elle n'arrive pas à se détacher du quotidien, en fait, des besoins des autres, en fait. On a tellement l'habitude de s'occuper de l'agenda des autres. Que ce soit les emails auxquels on doit répondre, que ce soit les demandes qu'on a eues, ou nos enfants, ou notre conjoint, ou la maison. Donc, on s'occupe énormément des demandes des autres. Et on a beaucoup de mal à s'en détacher, comme si c'était prioritaire, et qu'on a du mal à se mettre la priorité sur, ok, je vais gérer tout ça 90% de ma journée, mais je prends une demi-heure, je prends une heure, je prends même 10 minutes pour être avec moi-même. Et cette femme me racontait que voilà, elle était au bord de la mer, dans un cadre parfait pour se détendre, et que malgré tout, elle n'y arrivait pas, et qu'elle a dû finalement en parler à son conjoint, et c'est son conjoint qui l'aide à bloquer et à dire vas-y, décroche et va prendre du temps pour toi. C'est marrant de voir à quel point on n'y arrive pas. On n'a pas à se détacher et à dire aux autres je m'en vais, je vais faire ou à s'organiser, ça peut être aussi si on a des entrées babysitter ou s'organiser avec la web, je ne sais pas, mais de se dire c'est prioritaire. En fait, c'est ça surtout, c'est que moi, je pense que j'avais la croyance que c'était une frivolité. Que c'était oui, quand j'aurai le temps, quand ce sera possible, et que quelque part, c'était une frivolité. Et ce que j'ai appris, et pourquoi je prends soin de ma source, fait partie des 4 principes, c'est vraiment les 4 piliers d'une table. Et ce que j'ai appris, c'est que sans ce 4e-là, la table, elle tient pas, et elle s'écroule. Et donc, c'est pas une frivolité, c'est que ces 3 principes, j'ose être brillant, je pose des actes à la hauteur de mes ambitions, et je crée ma réalité avec mes mots, ne peuvent pas tenir s'il n'y a pas le 4e, je prends soin de ma source. Et donc, c'est pas du tout des frivolités, c'est fondamental que je fasse de la place dans ma journée déjà bien pour prendre soin de ma source. Et donc, ce n'est pas une frivolité et je dois en faire une priorité. Extraordinaire. Franchement, j'adore comment est-ce que tu partages justement ce que tu apprends. Et puis même avec ce nouveau, que ce soit les séminaires Wake Up ou même le livre Wake Up, encore une fois, ça vient directement de ton expérience. Comment est-ce que tu as traversé finalement, ce que tu as appris par rapport à ton succès et quels sont les défis auxquels tu fais face et comment est-ce que tu les dépasses, en tout cas comment est-ce que tu continues d'avancer avec tes démons. Je trouve ça vraiment super intéressant et hyper inspirant en fait. Là maintenant, tu disais justement que en ce moment, tu donnes des séminaires Wake Up pour aider d'autres personnes justement à placer ces 4 principes fondamentaux dans leur vie. Tu fais des séminaires qui soient en France ou à Los Angeles, c'est ça? Voilà, pour le moment, voilà. Pour l'instant, je les pose sur les 2 continents, voilà. Ok. Et puis alors, est-ce que tu penses peut-être éventuellement en faire dans d'autres coins du monde ou bien c'est vraiment ces 2 endroits-là pour l'instant, tu veux vraiment juste te concentrer sur la France et... Ben moi, je suis ouverte à les faire dans tous les coins du monde, ça c'est pas un problème. Après, la difficulté, c'est d'avoir des gens qui s'inscrivent à l'endroit où je suis. J'ai une grande communauté en France de personnes. Les séminaires sont toujours complets aujourd'hui. Et en France et aux États-Unis, mes séminaires sont toujours complets.
Donc j'ai à cœur de continuer à les proposer. C'est clair que c'est important pour moi de les proposer en Californie parce que c'est là où je vis. Et en plus, je pense que particulièrement pour Wake Up, la Californie est un territoire vraiment riche pour cette remise en question. C'est vraiment le séminaire, c'est comment entreprendre sa vie, hein. C'est comment arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, donner une direction, prendre le temps de formuler ce qu'on veut, définir les ce qu'on veut, identifier son sweet spot, identifier quelle place je veux prendre dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, quel positionnement je veux prendre pour non seulement pouvoir être tous les jours un peu plus moi-même et révéler qui je suis, mais en plus contribuer à l'humanité. Donc vraiment on aborde ces thématiques et on vit les 4 principes de Wake Up dans ce séminaire. On va danser, on fait du yoga, on va dans la nature, là pour le séminaire en Californie, je loue une magnifique maison à Ojai sur les hauteurs de Santa Barbara. On va être ensemble pendant 5 jours et on va vraiment plonger. Je vois vraiment ce séminaire comme un incubateur. Okay. C'est vraiment, on rentre et on fait remonter des choses, Au début, on les fait remonter et on verra bien ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, à la fin des 5 jours, on décide ce qu'on garde. On fait tout remonter et à la fin, on décide ce qu'on garde et ce qu'on ne prend pas. Et on repart avec une vision très claire, très vibrante, très percutante de la direction qu'on veut donner à sa vie. Et je pense vraiment que, la Californie, c'est le terreau de l'entrepreneuriat. Ouais. Et Ojai, c'est un petit village sur les hauteurs de Santa Barbara qui est réputé pour être un vortex énergétique très puissant. Donc c'est très bien pour ça. Et quand je fais les séminaires en France, je cherche aussi toujours, si possible, à les faire dans des lieux assez privilégiés, très ouverts, très lumineux, pour pouvoir créer cet espace d'incubateur qui fait percoler des choses puissantes pour les participants. Et donc le prochain séminaire, c'est en Californie et c'est en janvier, c'est ça ? Voilà, fin janvier, début février, 5 jours du 28 janvier au 1er février. Pour en savoir plus, le site internet c'est christinelevicki.com/wake-up, christinelevicki.com/wake-up. Et c'est sur cette page-là qu'il y a toutes les dates des séminaires. Pour l'instant, il n'y a que les dates de la Californie et j'espère avoir quelques dates pour la France qui vont être sur l'agenda dans quelques semaines. Moi, je trouve que ça doit être une superbe excuse d'aller faire un voyage vers la Californie. C'est pour participer à un séminaire comme ça pendant 5 jours. Écoute, c'était juste une entrevue d'1 heure et c'est formidable tout ce que tu partages avec une telle générosité. Je crois que c'est ça la puissance de ce que tu apportes. C'est vraiment l'authenticité avec laquelle tu le partages. Ça vient tout de suite se connecter à ce que nous avons et puis tu oses mettre en mots en fait des peurs que nous avons ou bien cette voix, cette critique, cette autocritique super sévère que nous avons envers nous-mêmes et qui justement nous empêche de mettre en action, de briller et puis même d'avoir les mots positifs pour ça et nous garde justement dans cet état de râlerie et autres. Donc 5 jours séminaire avec toi, j'adorerais l'idée et puis tu as aussi ta page Facebook. Voilà, donc il y a la page Facebook, j'ai 2 pages Facebook que vous pouvez suivre. Il y a la page J'arrête de râler et il y a la page Christine Levicki, auteur, que vous pouvez trouver aussi. Donc Christine Levicki, auteur conférencière, que vous pouvez suivre aussi. Et puis si jamais il y a des auditeurs anglophones, il y a la page I Quit Complaining sur Facebook et il y a le blog iquitcomplaining.com. Comme je sais qu'au Canada, il y a les 2 langues. Exactement, ici c'est les 2 langues, c'est cool ça, ça rend ça donne plus d'options, je vais dire. Bah, c'est super Christine, Rebelle Créative. Donc là tu viens d'assister à l'entrevue avec Christine Levicki, comme tu vois, elle est extraordinaire et je pense que des entrevues que j'ai faites, c'est celle qui m'a le plus émue, touchée, renversée. Tu connectes avec elle en tant que femme, mais aussi en tant que créative, entrepreneur. Elle est maman, donc je sais que plusieurs ont cette réalité-là de lancer une entreprise en étant maman et en se disant mais j'ai pas assez de temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc elle est vraiment la preuve vivante que tu fais avec les ressources que tu as et tu en fais ce qu'il y a de meilleur en fait, tout simplement. Donc si tu as aimé cette inspiration et que tu en veux d'autres, comme Christine Levicki, rejoins-moi sur rebellecreative.com et tu recevras les prochaines inspirations directement par mail. Donc, c'était Christine Levicki et Henriette Ndaka. Moi, je te vois la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.